Je suis très préoccupé de la crise de l'environnement. Il y a un gros chapitre justement sur la crise de l'environnement, le gros problème des émissions de CO2, le lien, la dépendance que nous avons très forte, économique, aux énergies carbonées, les trois grandes, qu'on va continuer à utiliser très longtemps parce qu'elles sont indispensables. Les énergies renouvelables, éoliennes, biomasse, s'y substitueront trop peu et trop loin. Et donc, je suis très préoccupé. Je trouve qu'il y a une contradiction très forte pour les générations qui viennent autour de ça, une grande complexité de négociation. Donc, c'est vrai que j'ai un chapitre où je réfléchis à l'évolution des mentalités vis-à-vis de ça, l'évolution des comportements, le fait que le mode économique qui est le nôtre, depuis très longtemps maintenant, il est producteur et il est destructeur. Il est producteur de croissance, de richesse, il a permis à des centaines de millions d'Indiens et de Chinois de sortir de la pauvreté, et il est destructeur. On le sait, à cause du CO2, à cause de la pollution, etc. Et donc, c'est vrai que je suis intéressé par la recherche d'autres modèles économiques qui ne soient pas à ce point destructeurs et débouchant uniquement sur des choses, uniquement des objets. Et moi-même, je trouve ça très schizophrénique. J'ai un iPhone, tout à fait. Et en même temps, on peut être conscient des problèmes. Alors, on les fabrique. D'abord, il faut savoir qu'on choisit les thèmes qu'on exprime dans le livre, pas en fonction du fait qu'ils vont pouvoir être exprimés en carte. De toute façon, ce sont des choix politiques, ce sont des arbitrages. Mais une fois que ces choix sont faits, on essaye de les traduire en cartes. Et donc, à ce moment-là, c'est nous qui les faisons. Et donc, on débouche sur des cartes plus ou moins fines, plus ou moins belles, plus ou moins bonnes, plus ou moins expressives. Mais de toute façon, les cartes, on les commente. Et on essaye de faire en sorte que les cartes soient des textes, c'est-à-dire que ce soit des articles en tant que tels et que les gens passent du temps dessus. Et donc, les cartes, dans l'ensemble, elles sont belles, pas seulement dans ce livre, bien sûr, elles sont de très bons outils pédagogiques et ce sont souvent des outils d'aide à la décision. Et on essaye d'aider les gens à raisonner à plusieurs échelles. L'échelle du village, l'échelle de la région, l'échelle nationale, l'échelle européenne, l'échelle mondiale. Ça permet de comprendre les flux de la mondialisation. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc c'est un bon outil. Les choses sont en route maintenant depuis une quinzaine d'années. Le basculement du monde, il y a un basculement de l'Atlantique vers le Pacifique. Et vers un monde asiatico-centré, c'est-à-dire Inde, Chine, Indonésie, Corée du Sud, c'est très net. Et c'est dû à deux facteurs. Le facteur démographique, vous savez que l'Europe vieillit. Deuxième facteur, les différentiels de taux de croissance, qui sont et importants et durables. Ça fait maintenant 10 ans, 15 ans, que nous, on est autour de 1,5, 2, les États-Unis autour de 2, 4, 2, 5. Or, vous avez les taux de croissance en Inde, en Indonésie, qui sont à 5, 6, depuis 15 ans. En Chine, à 8, 9. Et ça conduit ces pays, si vous voulez, à avoir un poids dans les affaires du monde, évidemment, de plus en plus important. Un poids parce que ce sont des marchés, évidemment, et donc les Européens et les Américains sont intéressés par ces marchés. Et un poids diplomatique, puisqu'ils sont amenés à dire dans les enceintes internationales, d'abord ils rejoignent le G20, alors qu'avant on était à 8, et ensuite ils disent on voudrait être membre permanent du Conseil de sécurité. Et on n'est pas en 1946, si vous voulez. Et donc les choses changent profondément. Le XXIe siècle ne ressemblera pas au XXe siècle. Et ce que j'indique à mes compatriotes, c'est les décolonisations institutionnelles ont eu lieu il y a 50 ans, il reste encore la décolonisation mentale partielle à faire. Et il reste, je trouve, un sentiment, un comportement, une posture d'arrogance et de supériorité qui est complètement obsolète de la part des Occidentaux, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais certainement des Européens et des Français. Et là, effectivement, je consacre dans le livre un chapitre que j'ai appelé « Occident, soleil couchant », point d'interrogation. Et j'essaye de développer ces notions-là pour que les gens ouvrent les yeux et aient peut-être un tout petit peu plus d'humilité. Et effectivement, je consacre un chapitre à un conflit important qui est le conflit des Naxalites. C'est une guérilla qui est présente sur 20, 25, 28% du territoire indien, qui est donc extrêmement important. Et donc, c'est une autre façon de hiérarchiser peut-être
les conflits dans le monde. Mais en même temps, j'explique dans cette deuxième partie qu'il n'y a jamais eu aussi peu de conflits dans le monde qu'aujourd'hui. Les 3 plus vieux conflits aujourd'hui, c'est en ordre croissant, c'est l'Afghanistan, depuis 1978, mais les plus vieux conflits, ils datent de l'après-guerre, 1946, c'est Israël et le Cachemire. Ça perdure toujours. Et vous savez, il y a une erreur d'appréciation qui consiste à parler des choses et des conflits s'il y a confrontation militaire. S'il n'y a pas de confrontation militaire, on considère qu'il n'y a pas de conflit. Regardez, c'est très net, on le voit par exemple sur la Libye. On est très présent, mais si les armes se taisent, on cesse d'être présent. Bon, moi, ce sont des hiérarchies avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais l'avantage, c'est que ce livre permet de dire aux gens, d'offrir d'autres lunettes et d'autres jumelles. En tout cas, c'est long, c'est très long. Vous avez des pays qui progressent bien, d'autres pas, et l'une des clés de tout cela, c'est la scolarisation. C'est vraiment la scolarisation, et on voit que vous avez des pays, des régions du monde qui ont mis le paquet sur la scolarisation, et en particulier la scolarisation des fillettes. Et surprise, les États du monde arabe, depuis les années 98-19, contrairement à une idée reçue, ont fait un gros effort de scolarisation des fillettes. Et c'est très avantageux, si je peux me permettre, parce que ça veut dire que ce sont des mères qui ont été scolarisés, donc qui poussent leurs propres enfants à être scolarisés, qui peuvent choisir le moment de la progression, qui peuvent tenter de travailler, qui peuvent voter plus facilement. Donc c'est très avantageux, la scolarisation des femmes. Il n'y en a pas partout, mais il y en a encore. On en construit à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, entre Israël et la Cisjordanie, entre les États-Unis et le Mexique. Il persiste toujours entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a des ghettos qui se créent entre les quartiers riches et les quartiers défavorisés. On le voit un petit peu en Italie, on le voit au Brésil, on le voit aux Philippines, on le voit à Neuilly-sur-Seine. Ce sont des façons de sécuriser certains quartiers qui se développent. Mais il y en a qui tombent aussi, il y a des murs qui tombent. Au terme de ce que j'explique dans les 4-5 pages d'introduction, j'ai dit, mais les Français n'ont pas bon moral, mais au fond, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'abord parce qu'il y a énormément de potentiel, énormément d'opportunités dans le domaine économique, socio-économique, associatif, et de toute façon, on n'a pas le droit vis-à-vis des enseignants. On n'a pas le droit vis-à-vis des enfants qui ont 20 ans. Moralement, on n'a absolument pas le droit d'être négatif. Donc, j'équilibre un petit peu les choses. Mais j'explique pourquoi j'ai refait ce livre, qui est plus politique que géopolitique, où je dis, oui, je fais beaucoup de séminaires de formation, et je dis, c'est vrai, je trouve que les Français n'ont pas bon moral, ça c'est très net depuis 3 ans, 4 ans, etc., premièrement. Deuxièmement, je pense qu'à l'échelle mondiale, les gens ne mesurent pas la gravité de la crise de l'échelle environnementale, et je donne un certain nombre d'exemples, non seulement de la gravité de la crise, mais de la difficulté qu'ont les gens à percevoir cette gravité. Je vais régulièrement au Groenland pour des raisons professionnelles. C'est très clair de voir l'ampleur de la fonte des glaces est tout à fait impressionnante. Ensuite, j'explique que je crois qu'en Europe, on ne mesure pas ce qui se passe en Asie. Et j'ai un peu envie de dire, réveillez-vous les gars, réveillez-vous, on n'est pas en 1980, du tout. Et c'est d'autant plus important de se réveiller qu'il y a des potentialités extrêmement importantes. Donc je suis préoccupé, je ne suis pas négatif, je suis préoccupé, c'est vrai, je suis très combatif et je le suis particulièrement pour mes enfants, mes propres enfants. Le dernier chapitre, je l'ai appelé « Et pourtant le monde va mieux ». Voilà. Et j'ai voulu montrer que si on prend d'autres lunettes, d'autres jumelles et une période de référence de temps, disons de 20 ans, en fait le monde va plutôt mieux qu'il y a 20 ans. Mais ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas justement parce qu'on est dans un système extrêmement rapide où on a des médias qui, c'est leur boulot, confondent l'urgent et l'important. Moi, j'essaye de me concentrer sur l'important. Et donc on prend un certain nombre d'indicateurs, une dizaine, un certain nombre de pays, une vingtaine, et 2 dates de référence, 1990-2010.
hein, et on montre qu'il y a de plus en plus de médecins pour 1000 habitants. Je me place à l'échelle mondiale. Oui. De plus en plus de fillettes scolarisées. De moins en moins de guerres. Les gens sont convaincus du contraire. Il y a beaucoup plus d'images de guerre qu'avant, mais il y a beaucoup moins de conflits. Et ça, on ne le sait pas. Les budgets de la défense sont plutôt à la baisse. Pas partout. Et les budgets de l'éducation, hein, qui sont en augmentation dans certains pays, en Afrique du Sud, c'est très frappant. De plus en plus de pays démocratiques, beaucoup plus en 2012 qu'en 1992. Beaucoup plus. Et ça, finalement, on l'oublie, on a la mémoire courte. Et donc, je pense que là aussi, pour le moral, c'est bien aussi. Oui. D'abord, ça aide les gens à regarder avec d'autres lunettes, et ensuite de dire, finalement, le monde n'est pas fermé, le monde n'est pas fini. Et de fait, il n'est pas fini. Tout commence tout le temps, et les générations qui suivent, ils vont très bien s'en sortir, vous allez voir. Mais c'est une façon de dire aux gens, il y a plein d'opportunités, tout ça est absolument passionnant, et nous sommes des acteurs. Vous êtes un acteur, moi aussi. Nous ne sommes pas passifs. Chacun peut quelque chose. L'histoire, c'est nous qui la faisons. Ce n'est pas eux qui la font, c'est nous qui la faisons. Surtout en démocratie. Surtout en démocratie. Je serais en Biélorussie, je ne vous dirais pas la même chose. Mais dans des pays démocratiques comme les nôtres, c'est nous aussi. On pèse. Hein, on pèse, et on pèse de plus en plus, finalement, par rapport à il y a 20 ans.